Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis très content de vous retrouver pour ce webinaire d'aujourd'hui. Vous n'avez jamais été aussi nombreux à vous inscrire à nos webinaires réguliers. Le sujet, mettre les data, mettre les données en action, c'est clairement au cœur des questionnements et des objectifs des experts comptables aujourd'hui. C'est le sujet du 78e congrès, hein, la data et la facture électronique. Donc, on va sûrement beaucoup en parler à Montpellier fin septembre. Alors, dans les épisodes précédents consacrés à la data, euh, on a bien compris que résoudre les problèmes d'aujourd'hui, c'était déjà la première étape, c'est-à-dire automatiser la chaîne de production comptable pour gagner du temps et de la productivité. Très bien. Mais l'étape suivante, c'est bien de répondre aux besoins des chefs d'entreprise, à des besoins plus pointus qui concernent son exploitation, la production d'analytiques, d'indicateurs, ou carrément de lui proposer des services administratifs, mais tout ça automatisé pour pouvoir les produire et les vendre à un prix raisonnable. Alors, comment mettre ces données en action? Pour en débattre aujourd'hui, je vous présente nos invités, en commençant par vous, Sacha Ivanovic. Vous êtes expert comptable, vous êtes fondateur du cabinet Axe Partners, qui compte aujourd'hui 25 collaborateurs. Vous vous décrivez vous-même comme une 4-4 des métiers du chiffre. Euh, c'est un beau programme, et puis aussi comme un éternel exigeant, ce qui est un bel objectif. Alors, vous utilisiez Quadra et vous êtes passé à Loop en 2018. Voilà, bonjour Sacha. Bonjour Thierry, merci. Oui, tout à fait. C'est une Euh, belle description. Mélanie Lemoine, vous êtes intégrateur expert data, vous êtes spécialiste de Power BI et de son usage avec les logiciels comptables. Alors, ce tropisme gestion, il vient de votre parcours. Vous avez votre DSCG, vous avez été contrôleuse de gestion, responsable financière dans des filiales de Vinci. Et aujourd'hui, donc, vous êtes associé de Bicom Consulting. Bonjour Mélanie. Bonjour Thierry, bonjour à tous. Pierre Kergal, vous êtes product marketing manager chez Cegid et vous faites le pont donc entre les besoins du marché, des cabinets d'expertise comptable et l'équipe de développement de l'éditeur. Bonjour Pierre. Pierre sera avec nous dans un instant. Quant à moi, je m'appelle Thierry Gilman et j'écris chaque semaine sur le blog de la transformation numérique de Cegid, sur son blog destiné à la profession comptable. Donc, je vous invite à lire sans aucune modération. Alors, comment allons-nous aborder aujourd'hui notre sujet? On va d'abord se poser la question, est-ce que véritablement les data, c'est la vie d'après, c'est-à-dire d'après le réglementaire? Très bien, peut-être, mais les clients sont-ils prêts? De quoi ont-ils besoin? Est-ce que ça existe sur mesure, ce dont ils ont besoin? Est-ce qu'il faut faire du custom? Euh, Est-ce que, quand je dis sur mesure, est-ce que c'est du prêt-à-porter ou est-ce que c'est du sur mesure? Est-ce que c'est du custom? Comment on tire parti des données avec Power Platform? Et puis pratiquement, comment on fait? Est-ce qu'il faut recruter un informaticien? Est-ce qu'il faut trouver un intégrateur? Autant de questions auxquelles nous allons nous efforcer de répondre pendant la demi-heure qui suit. Et puis, bien sûr, posez vos questions au fur et à mesure dans l'interface de WebEx. Comme ça, nous pourrons y répondre à l'issue du webinaire. Alors, première partie, oui, data, est-ce que c'est la vie d'après la compta? Euh, alors, est-ce que Pierre, vous êtes avec nous? Oui, je suis avec vous. Est-ce que vous m'entendez? Ça y est, oui, très bien. Cette fois, c'est bon. Très bien, bonjour Pierre. Alors, Thierry. oui, alors est-ce que c'est la vie d'après la compta, les data, et pourquoi? Bon, alors, on va en parler un petit peu. Alors, pour cela, bon, quelques slides de contexte, hein. 3 slides rapidement pour repositionner le sujet. Alors, les grands mouvements, en fait, donc, le contexte, moi, j'aimerais qu'on le voit sous l'angle en fait, de l'accélération du temps, en fait, dans la relation entre le cabinet d'expertise comptable et son client, et la TPE-PME. Alors, vous connaissez ces différents éléments de contexte. Rapidement, côté réglementaire, les FEC. Alors, bon, la facture électronique, bien sûr, hein, de 2024, c'est demain, avec l'arrivée de flux massifs et continus de données en réception.
hein, et puis également en sortie. Côté TVA, on va vers un pré-remplissage de la déclaration de TVA. Si on regarde la technologie et toujours dans l'angle de l'accélération du temps, on a en fait deux aspects. On a l'automatisation de la collecte des flux, donc on vient de le dire, et puis également du traitement, hein, et d'où ici l'intelligence artificielle qui en fait robotise tout le long de la chaîne de production comptable, donc collecte, tenue, lettrage, déclaration de TVA et d'ailleurs bientôt également la pré-révision assistée au travers du robot comptable. Alors, côté bancaire, également accélération du temps ici, hein, avec notamment la nouvelle norme des SP2 que vous connaissez, hein, qui permet d'avoir de la donnée à jour de manière quotidienne, même parfois plusieurs fois par jour. Hein. Et puis, pour finir, les applications métiers en lien avec l'outil comptable, effectivement, là, on peut parler de nouveaux outils dans la poche de l'entrepreneur, comme Cegidflow, par exemple, une application mobile, hein, qui permet de restituer la donnée en temps réel collectée au travers des flux et de l'outil de production comptable. Alors, accélération du temps également côté marché, attentes des clients, des attentes de plus en plus fortes, hein, et ça depuis le Covid, hein, mais bien sûr, le mouvement s'amplifie avec un besoin de vision temps réel, hein, sur son business, sa trésorerie, et puis également dans l'attente en termes de réactivité et puis même de proactivité de la part du cabinet. Les collaborateurs, alors ça c'est important parce que là aussi le temps change et le rapport au temps dans le travail avec en fait historiquement un cadencement du travail selon des échéances déclaratives, la TVA, les situations, bien sûr les liasses en fin d'année, la période fiscale. Et or maintenant on passe dans un mode beaucoup plus continu du fait de ces différentes évolutions réglementaires et technologiques. Voilà. Et peut-être d'ailleurs pour certains collaborateurs des pertes de repères ou en tout cas le besoin de les accompagner dans ces nouveaux usages et ce nouveau volet de leur métier. Alors côté tension sur la valeur, je propose qu'on passe au slide suivant, Thierry, si ça vous va. On a parlé du réglementaire et effectivement, vous voyez, on est volontairement provocateur en disant pourquoi payer un expert comptable. Alors c'est volontaire, mais en tout cas, on peut anticiper que l'arrivée de la facture électronique couplée à l'adoption de l'automatisation, effectivement, pourrait remettre en cause la perception de la valeur du cabinet par ses clients, d'une certaine manière, puisqu'une partie du travail, entre guillemets, va être fait par eux, chez eux, et au travers de cette automatisation. Donc, les clients prendront sans doute conscience qu'une partie de la productivité, en fait, est faite par eux. D'où une possible pression sur les prix, en tout cas une discussion autour de la valeur et des prix pratiqués par le cabinet. Alors d'où l'importance bien sûr de l'antériorité et de la relation entre l'expert comptable et son client sur la partie accompagnement conseil. On parlait tout à l'heure du pré-remplissage de la TVA et ça va certainement se renforcer, ce rôle va se renforcer dans le cadre de la réforme, puisqu'on peut anticiper, bien sûr, plus de contrôle de la part de l'administration fiscale, qui aura des informations en temps réel, donc qui sans doute aura des robots lui-même pour des alertes, pour peut-être des anomalies, des écarts dans les déclarations de TVA, et donc des risques de non-conformité qui seront soumis aux entreprises et donc aux experts comptables. Voilà, et pour finir, donc valoriser le cabinet, effectivement, c'est-à-dire offrir l'accompagnement, les conseils, les services qui peuvent aider l'entrepreneur à réduire ces risques-là, notamment de non-conformité, et puis bien sûr à réussir dans son activité. Et c'est sans doute la meilleure manière de rendre la valeur au client. Et effectivement, pour pouvoir rendre ce service-là et le renforcer à un prix acceptable, il faut pouvoir produire de manière automatisée, avoir une relation client personnalisée à grande échelle avec chaque client, et ça aussi au travers de l'automatisation. Et c'est ce qu'on attend de l'automatisation. Et donc, on aura besoin de données sur lesquelles s'appuyer. Voilà, alors pour finir, effectivement, on voit qu'il y a des besoins, c'est le slide suivant, Thierry, c'est les besoins pour tous. On a parlé des entrepreneurs, on a parlé des cabinets. Alors, de quoi les cabinets doivent-ils se doter pour réussir ces nouveaux challenges? Alors, certains éléments que vous voyez là, qui sont un système qui permet d'automatiser en temps réel la collecte des flux achat-banque, qui va robotiser effectivement la tenue, automatiser le lettrage et la TVA.
un système qui va produire les données en temps réel, donc qui va pouvoir les capter, les transformer, les stocker, les restituer, et qu'elles soient pertinentes dans le contexte du dossier du client. Des solutions également qui soient facilement et rapidement mises en œuvre, qui soient collaboratives avec les clients et qui soient ouvertes à toute la diversité du marché, puisque les entreprises, et on voit une profusion aujourd'hui grandissante de solutions d'applications proposées aux TPE et pas que des éditeurs, mais des banques, par exemple, également. Donc ça, c'est très important d'avoir un système ouvert qui va pouvoir en fait accommoder toute la diversité de solutions utilisées par vos clients. Mais également qui permettront de manière très pragmatique de prendre des photos, prendre des photos d'un reçu et de pouvoir tout de suite les imputer en comptabilité, par exemple. Et puis des services automatisés refacturables. On peut penser par exemple à des services de consultation. Effectivement, certains clients veulent pouvoir consulter un grand livre auxiliaire, par exemple, une fiche des tiers, des comptes, des états. Voilà. Donc tout cela est permis, encore une fois, par cette collecte des données et ce traitement et cette restitution de la donnée. Voilà, donc je vous repasserai la parole, Thierry. Effectivement, le prérequis à tout ce qu'on vient de dire dans ce contexte, c'est de disposer de données en temps réel permettant de suivre la santé financière de son client pour le cabinet. D'accord, merci Pierre. Je comprends qu'il y a beaucoup de besoins. Ça veut dire aussi qu'il y a beaucoup à faire. Je me tourne donc vers vous, Sacha, parce que vous vous intéressez depuis longtemps aux data, à leur usage. Vous êtes utilisateur de Loop depuis 2018, c'est-à-dire ça date pas vraiment d'hier. Vous êtes vraiment dans le bain. Est-ce qu'à votre avis, les clients sont prêts pour la data? Pourquoi faire? Lesquels d'entre eux sont peut-être encore plus chauds que les autres? Voilà, de quoi ils ont besoin, à votre avis? Et vous m'avez préparé ce point de vue du cycle complet de l'exploitation. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu ces besoins de vos clients? Alors, sans trahir un secret, ils ont tous les mêmes besoins, hein, quelle que soit leur taille, quel que soit leur stade de développement, en création, en développement, filiale de groupe, start-up, indépendants. Ils ont tous les mêmes besoins, piloter leur activité financière. C'est le nerf de la guerre, et surtout piloter leur cash. Donc ça se prépare en amont. Donc souvent on met en place un business plan ou un prévisionnel à minima. Il y a le suivi régulier de celui de son PNL et donc des marges qu'on dégage, mais aussi, comme je l'ai indiqué à l'instant, le nerf de la guerre, c'est la trésorerie. Ils veulent avoir immédiatement les impacts en termes de cash. Et puis c'est anticiper le futur. C'est mon atterrissage, c'est-à-dire que j'ai fait des choses, j'ai prévu des choses, je les contrôle, mais derrière, qu'est-ce que ça donne en termes d'atterrissage, aussi bien, et je prends les deux sujets, en termes de marge, donc de résultats, mais aussi de cash. Donc tout ça, c'est très très important. Et ils sont pas forcément bien préparés, parce que c'était aussi la question. Ouais. Je vais donner peut-être deux exemples illustratifs, parce qu'il y en a des milliers. Je disais tout à l'heure en introduction que tout le monde a le même besoin de piloter son activité. C'est depuis la nuit des temps, c'est comme ça. Après, il faut s'équiper des outils pour pouvoir le suivre. Donc, je prends deux exemples illustratifs. Un tout petit peu plus ancien, c'est une structure dans une agence de communication, qui sont plutôt des créas, donc qui n'ont pas le temps de s'attarder sur ces questions financières, sauf quand le compte en banque est dans le rouge. C'est un peu ce qui nous est arrivé avec la crise du Covid. Ils ont été immédiatement impactés. Donc, forcément, dans ces cas-là, ils se posent des questions. Donc là, on est dans le cas d'une société en développement, donc ils ont besoin de mettre en place et se préoccupent avec des pertes de mettre en place ce genre de choses pour éviter de se retrouver dans ces situations a posteriori. Donc, on a besoin, ils ont besoin de ces outils de pilotage. Plus récemment, pas plus tard que ce matin, j'ai une startup qui démarre, qui a un fonds d'investissement au-dessus, qui lui demande de prévoir tout ça. Donc, on reprend les mêmes éléments, mais la réalité de terrain fait que ils ont tous les mêmes besoins en amont, en termes de suivi et en termes d'anticipation. Mais ils n'ont pas tous les mêmes moyens financiers, donc il y a une capacité contributive dont on doit parler, parce que Pierre en a parlé tout à l'heure. C'est à quel prix on peut faire ça pour que ça soit acceptable pour le client comme pour nous.
Et une capacité organisationnelle, parce que tout ça aussi, ça demande de l'organisation, et on en parlera plus tard, aussi bien de notre côté que du côté du client. Voilà. Mais D'accord. tous ont les mêmes besoins. Ok, mais tous ne peuvent pas tout faire. Et Oui, donc, il va euh, falloir s'adapter. Donc, en fonction des besoins d'une part, enfin les besoins sont les mêmes, encore une fois, je me répète, mais surtout de la capacité organisationnelle et contributive, je dis bien les deux, et qui vont permettre de mettre en place la réponse à ces besoins. d'accord. Ce qui revient le plus souvent, c'est, vous disiez la trésor, Oui, forcément, toujours. que ce soit même prévisionnel, enfin, parce que là, c'est marqué en suivi, mais on parle de Oui. plan de trésorerie, hein, c'est ça? Bah oui, Ouais. c'est-à-dire que j'avais prévu de dégager dans mon prévisionnel X KE de cash en fin d'année, et du coup, je suis en train de faire des pertes où j'ai fait un investissement que j'avais pas prévu plus lourd. Qu'est-ce que ça donne en termes de PN, mais aussi en termes de cash, immédiatement? Ça, c'est ma demande de ce matin. D'accord. La demande de ce matin, c'est une startup, moins de 5 personnes, et il y a un prévisionnel tous les 2 mois. Voilà. Alors la réalité du terrain, dans un cas, celui de l'agence de communication, ils n'avaient rien, donc ils nous font confiance. Ça, c'est une réalité de terrain. Donc ils nous disent: «Vous avez les outils, vous êtes le sachant, aidez-nous». Dans l'autre cas, je me retrouve avec un start-upper qui a récupéré des fichiers Excel sur un DAF à temps partagé qui lui a été donné, l'autre qui une petite application qu'on retrouve sur le web, mais il se rend compte qu'il est vite coincé. Et ça, c'est notre réalité du terrain à nous, experts comptables. Donc ce matin, je me retrouve avec quelqu'un qui a des besoins, qui pensait que sa mission réglementaire allait couvrir tous ses besoins. Je lui dis: mais non, je fais de la comptabilité et du réglementaire. Je vous sors la TVA. Ah ok, mais moi j'ai besoin de piloter. Ok, bah, on va le faire, je vous propose ça. Ah oui, mais ça coûte cher. Ok, très bien. Et je me rends compte en discutant avec lui ce matin que il le fait lui-même. Et je lui dis: combien de temps vous faites pour le mettre? Je lui dis minimum un jour. Il me dit: j'en mets 2. Ok. Je lui dis: vous connaissez les taux à peu près du marché d'un consultant en informatique, un expert comptable. Multipliez ces 2 jours par le taux, le TJM, ce qu'on appelle le toujours moyen d'un collaborateur, et vous allez avoir le coût. C'est le temps que vous allez passer à faire autre chose et nous à faire notre métier qu'on va faire, essayer de faire mieux. Voilà, mais c'est à ça qu'on est confronté tous les jours. Tout le monde a les mêmes besoins, mais il y a des différences notables d'un client à l'autre sur leur capacité organisationnelle, je dis bien, et Ouais. contributive à se faire assister dans ces domaines. D'accord, donc ça vous oblige finalement à segmenter vos Oui, clients. oui, Ouais, en fonction de ça, capacité organisationnelle et capacité contributive. oui. Et après, bon, on va aborder le sujet aussi, c'est est-ce que nous, on a les bons outils? C'est un peu le sujet du jour. C'est Alors faut y arriver. effectivement, et la question c'est toujours de se dire, est-ce que ce dont mes clients ont besoin, ça existe déjà? C'est-à-dire, est-ce que je vais réinventer la poudre Ouais. ou pas? Euh, Est-ce que donc il faut s'attacher à des solutions entre guillemets du commerce, plus ou moins sur étagère? Mm. Est-ce qu'il faut finalement prendre la main? Je sais que bon, forcément, vu l'avance que vous avez essayé, peut-être essuyer quelques plâtres et essayer euh, plusieurs, plusieurs manières de faire. Est-ce que vous pouvez nous en Oui, parler? oui, oui. Alors c'est vrai qu'on a essayé de plusieurs façons. J'ajoute un point en termes de besoins que j'ai pas évoqué et qui est quand même important. Il y a le collaboratif. En fait, c'est pas simplement se faire aider sur un prévisionnel, sur un reporting et du réatterrissage. Ils veulent travailler, ils veulent collaborer avec vous dans les datas que. Donc, on parlait hier de la comptabilité collaborative, c'est rentrer dans le grand livre pour aller regarder les fournisseurs, les clients, mais là maintenant, il veut rentrer dans son prévisionnel, il veut collaborer avec nous. Alors, j'en arrive à la partie outils, donc on a utilisé le bon vieux Excel. D'ailleurs, faut constater que dans beaucoup de cabinets, il marche beaucoup encore, hein. C'est peut-être le produit phare dans tous les outils de reporting, hein. Il n'y en a pas un qui a réussi à supplanter ce bon vieux Excel, avec les contraintes qu'il a aujourd'hui, hein, on les connaît tous. Donc on a essayé des outils un peu standards. Bon, je sais pas, certains les connaissent dans notre écosystème. On parle des Masfer, on parle de RCA, il y a plusieurs acteurs qui gravitent autour de ces sujets. Mais un, ils sont pas forcément collaboratifs. Deux, on a des limites parce que finalement le client il veut quelque chose de customisé. Et c'est une des raisons qui nous a tourné, qui nous a amené à nous tourner vers ces Loop à l'époque, hein. C'était
fameuse promesse par rapport à Microsoft. Et donc, on s'est dit, bah, peut-être du Power BI, on va évoquer après. Donc, on en est là. Donc, aujourd'hui, malgré tout, on reste sur du Excel et parce qu'on doit faire, on fait de l'adaptation sur mesure à prix. Au prix que veut bien nous donner le client. Donc, c'est un peu la difficulté qu'on a. Donc, on a tenté tout, mais on est confronté comme à deux problématiques. La première, c'est la collecte des données. Donc, il faut qu'elle remonte le plus vite possible. Et là aussi, on est tributaire des avancées sur le terrain entre éditeurs. CJ d'un côté, et puis toutes les applications qu'utilisent nos propres clients. Hein. On en a une multitude. Hein. Si je prends ne serait-ce que le nerf de la guerre aussi, c'est le chiffre d'affaires. Ça vient de plus de centaines d'ERP qu'utilisent nos clients sur le terrain. Donc, il faut les remonter. Alors, il y a le cache, donc avec la DSP2, ça va un peu plus vite. Mais bon, on a un problème de collecte pour avoir les choses en temps réel. On est en train d'y travailler, mais la réalité du terrain fait qu'on n'y est pas complètement encore aujourd'hui. C'est une difficulté pour nous. Et ça se retrouve dans le prix. Et après, il y a la restitution. Donc, moi, je vous parlais d'Excel. Il y a d'autres outils. On cherche, on tâtonne, on cherche le meilleur produit. Mais Ouais. Mélanie, qui est avec nous, va sûrement nous Oui, certainement, parce que nous proposer quelque chose qui va retenir notre attention. Voilà. Donc, voilà, ça, c'est ma réalité du terrain. d'accord. Vivendi, elle est là. Donc, du coup, oui, vous vous êtes orienté vers quelque chose sur lequel vous aviez la main, véritablement. Hein. Vous n'étiez pas tributaire, justement, vous disiez, ben, il y a les éditeurs, on est un peu tributaire de la manière dont ils travaillent ensemble. En fait, donc, vous avez décidé de garder la main là-dessus et d'utiliser l'architecture Microsoft. Hein, c'est là où vous en êtes aujourd'hui, pour avec Power BI ou d'autres choses. Le projet Power BI, c'est un projet pour nous. Là, quand même, au stade Ok, du projet, on reste encore grandement sur du Excel et sur des petits d'accord, clients. On fait du MSphere ou du RCA. Donc, on d'accord, en est là et on cherche des solutions d'optimisation. Sachant que quand je parlais du cache, les outils, les solutions dont je parlais ne sont pas forcément bien adaptées pour la partie cache, qui reste un élément fondamental. d'accord. Donc, je comprends que l'histoire n'est pas complètement écrite. Non, on est en train de l'écrire, C'est évidemment. ça, on est en train de l'écrire. Alors, il y a quelqu'un d'autre avec nous aujourd'hui qui est en train d'écrire cette histoire, Mélanie Lemoine. Bon, ben, Sacha Ivanovic n'a pas travaillé avec vous, mais je pense qu'il aurait pu. Vous êtes spécialiste Power Platform. Euh, J'aimerais que vous nous disiez un peu ce qu'on peut vraiment faire et surtout que vous nous montriez ce que vous en avez fait jusqu'ici. J'écris l'histoire, j'essaie de contribuer. Pas dire que je l'écris. Je ne suis pas toute seule, il y a quand même une communauté autour. Donc, rebonjour à tous. Effectivement, de mon côté, je suis spécialiste des outils de la Power Platform. Alors, globalement, pour faire un rappel ou une information sur ce que c'est que la Power Platform, ça couvre tous les outils de Microsoft qui permettent d'accélérer la digitalisation avec des outils qu'on appelle en low code, c'est-à-dire où il y a très peu de code, donc qui sont plutôt très accessibles au niveau des utilisateurs pour faire des développements, ou alors qui sont accessibles à des intégrateurs comme nous qui peuvent faire les développements, mais avec une optimisation des coûts, puisque normalement on y passe beaucoup moins de temps. Le gros sujet de la Power Platform et le gros atout par rapport au sujet qui nous intéresse aujourd'hui, c'est qu'en fait, elle dispose de connecteurs pour pouvoir se connecter aux sources de données. Le grand enjeu, on l'a dit, c'est comment on récupère la data pour pouvoir la valoriser, l'exploiter selon tout ce qu'on a envie de faire. Là, on va surtout parler d'un sujet de valorisation en termes de reporting, mais on peut aussi l'imaginer dans un sujet d'optimisation de process, d'automatisation de process, où on va aussi se baser sur la data. Donc en fait, la Power Platform dispose d'un très grand catalogue d'API avec des partenaires. Microsoft a des partenaires avec beaucoup de solutions. Donc soit il y a des connecteurs directs qui permettent de se connecter. On parlait des ERP. Microsoft possède plein de connecteurs avec les ERP directement pour se connecter. Ou sinon, tout simplement, on va écrire du code pour du coup pouvoir se connecter aux API, à un catalogue d'API que fournit un éditeur. Alors, ça peut être un catalogue d'API lorsque du coup la solution est SaaS, comme c'est le cas de Quadra, CJ, d'Expert ou Loop. Mais ça peut être aussi sur une base de données sur un serveur, si la base de données elle est encore en local. Évidemment, on n'est pas limité qu'aux sources web.
Et en fait, du coup, il s'avère que dans notre cas qui nous intéresse aujourd'hui, le gros sujet, c'est comment on connecte finalement Power BI, l'outil qui permet de faire du reporting, aux données Cegid qui sont directement sur les serveurs de Cegid. Voilà, avec les solutions SaaS. Et c'est ce qu'on a D'accord. exploité. Ok. Et alors, parmi les livrables? Alors, parmi les livrables, du coup, nous, ce qu'on a produit, c'est un template dédié aux experts comptables. On en est dans sa deuxième version, mais il va tendance encore à évoluer, évidemment, au gré des besoins, au gré des demandes, au gré des partenariats qu'on peut faire avec les différents experts comptables. Et du coup, on a produit un template report qui est connecté directement à Cegid pour pouvoir valoriser en temps réel. Alors, le temps réel, nous, on l'exprime à J+1. On serait capable de Pas mal. l'exprimer plus fréquemment encore, mais on estime que déjà à J+1, c'est pas mal. Où du coup, on récupère toute la donnée de Cegid toutes les nuits pour du coup la valoriser dans un report qui est mis à disposition du cabinet, mais également du client, partant du principe que le cabinet l'a mis à disposition du client. Évidemment, le petit plus de Power BI, c'est qu'on ne se connecte pas qu'à une seule source de données. Donc évidemment, on est connecté à Cegid, mais on vient enrichir potentiellement la donnée avec des éléments tierces. On parlait, tout à l'heure, il était évoqué le fait que le client veut collaborer pour son budget. Nous, aujourd'hui, typiquement, le budget, c'est une source Excel. Donc Excel existe toujours. Et il est possible, du coup, que le client collabore avec le cabinet sur son budget au quotidien. Et ces données, du coup, sont intégrées au report en croisement avec le réel qui sort de la compta pour que du coup, ça se mette en valeur dans le reporting. Bon, le mieux, c'est que vous nous le montriez, je pense. Que vous nous montriez cet exemple de réalisation. Donc, c'est connecté avec un logiciel métier Cegid et vous en avez fait un petit peu ce dont vous aviez Voilà, besoin. exactement. Alors, je vais D'accord. partager mon écran. Vous me dites. Alors, pour le coup, le cas que je voulais vous présenter, c'est un cas entre guillemets réel de collaboration avec un cabinet qui est partenaire de notre société. Du coup, ces logos sont accessibles, mais du coup, c'est entre guillemets officiel pour lui. Est-ce que vous voyez les éléments? Oui, s'il pouvait être en plein écran, ce Ah serait oui, pardon, carrément je mets génial. en plein écran en plus. Hop. Et peut-être ici Super. aussi. Est-ce que c'est OK? Très bien. Ok, donc là, en fait, on est sur une interface Power BI. Pour ceux qui ne connaissent pas Power BI, concrètement, au niveau des visuels, au niveau de l'interprétation graphique, on fait un petit peu ce que l'on veut, on est libre. C'est un peu comme si on utilisait un PowerPoint sur lequel on venait placer des graphiques et on vient alimenter ces graphiques par de la donnée. Donc, nous, on a produit un template qui est composé de plusieurs pages et qui permet du coup de valoriser la donnée à la base d'un FEC. On vient également enrichir d'une notion d'emprunt, puisque les API de Cegid permettent également d'aller chercher les emprunts. Et on trouvait ça plutôt intéressant pour l'impact justement cash, de donner cette visibilité aux clients des futurs impacts cash des emprunts déjà actuels. Donc en fait, le client à la fin, il dispose d'une navigation comme sur un site web, avec de multiples pages, il dispose de zones de filtre. Et la puissance de Power BI, c'est le fait d'avoir quelque chose de dynamique et de pouvoir, entre guillemets, rentrer dans la donnée. Donc, le principe que nous, on exploite, c'est de dire qu'en phase haute d'un rapport, on va plutôt mettre en évidence des grands agrégats, des grands KPI qui sont plutôt suivis dans les entreprises. Ensuite, on va pouvoir mettre potentiellement en évidence des graphiques. L'objectif des graphiques, c'est de percuter visuellement, en fait. C'est vraiment de se dire, on valorise visuellement la donnée avec des notions de prévision et de budget. Donc, ça veut dire qu'on peut vraiment intégrer des budgets et voir la différence entre un réalisé qui sort de la compta et un budget qu'on a intégré en enrichissement de données. Et ensuite, nous, on présente les éléments à la fin sous la forme d'un SIG relativement classique. Et ce qui est important, c'est qu'en fait, quand on est au format papier ou au format Excel, qu'on a un SIG, OK, on a un solde ici, un solde qui apparaît, mais quand ce solde il est surprenant, positivement ou négativement, on ne peut pas aller chercher dedans. Donc, on est obligé de retourner en comptabilité pour essayer de chercher. Et là, en fait, grâce à Power BI, si j'y arrive, on va pouvoir directement aller consulter l'information sous-jacente
pour se dire, OK, ben en fait, dans ce compte-là, dans cet agrégat-là que j'ai sélectionné, il y a X comptes et pour ces X comptes, en fait, j'ai tant de factures. On peut aller directement retrouver la facture qui impacte directement l'agrégat qui est juste au-dessus. Donc, c'est vraiment le côté dynamique que on ne peut pas faire sur Excel, très compliqué, et encore moins sur papier. Évidemment, on peut faire des zones, voilà, il y a plein de zones de recherche. Donc ici, on exploite la partie compte résultat avec des vues cumulées, des vues mensuelles, des vues mensuelles comparées, des ratios, enfin plein d'angles de vue qui en fait se représentent assez facilement parce que nous, comme on a une navigation, on n'a pas besoin d'un fichier Excel qui fait moult pages ou moult onglets. On navigue de l'un à l'autre. Ensuite, du coup, on a présenté les éléments également sur la partie bilancielle pour qu'on puisse voir l'impact voilà, des flux de trésorerie au niveau de la société. On parlait tout à l'heure le fait de pouvoir consulter les dettes clients, les créances clients, les dettes fournisseurs. Du coup, on le fait également. L'idée, c'est de pouvoir directement consulter depuis le rapport, par exemple, le niveau d'impayé et de se dire que bon, globalement, voilà, au mois de novembre, les données sont fictives, hein. Au mois de novembre, j'ai facturé en tout pour voilà, 250 000 euros. Et actuellement, sur 250 000 euros, il y a tout ça qui ne m'est pas payé. Et quand je filtre dessus, je sais directement quels sont les clients qui ne m'ont pas payé et à l'intérieur, quelle est la facture qui ne m'a pas payé. Voilà, tout ça sans sortir de Power BI, on retourne directement aux éléments sources. La partie trésorerie et puis la partie emprunt pour visualiser quels sont les emprunts en cours avec l'impact du coup trésorerie future. Voilà un petit peu les éléments que qu'on est capable de présenter, sachant que je répète qu'à la base, les deux sources sont directement Cegid avec les API Cegid et puis des fichiers Excel de complément pour du coup venir agrémenter ça de budget ou de prévision. Voilà. D'accord, c'est assez impressionnant à voir comme ça, surtout dans la facilité à rentrer dedans et à pouvoir trouver une réponse à une question qu'on se pose en regardant un solde intermédiaire de gestion, hein, donc si je comprends bien. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Quand on a un KPI sur les yeux, ce KPI, il est important de le montrer parce que ça montre une tendance ou potentiellement ça montre une alerte. Mais le tout, c'est derrière, quand on veut rentrer en action, ça veut dire qu'il faut comprendre. Et la compréhension, ça veut dire qu'on fouille, qu'on cherche, qu'on rentre dans le détail. Et le plus important, c'est de fournir à l'utilisateur la capacité de le faire sans sortir de son interface. Donc, du coup, pouvoir lui fournir l'information la plus précise possible qui lui permettra de trouver, entre guillemets, lui-même la réponse à sa question, sans forcément qu'il ait besoin d'aller farfouiller dans je ne sais combien de fichiers ou de logiciels. Oui, effectivement, au client de répondre tout seul à une question qui se pose. Sacha, vous vouliez C'est réagir? impressionnant, oui. J'avais pas vu le produit, hein, donc je le découvre, hein, peut-être un nouveau client. En tout cas, je trouve que c'est intéressant qu'on puisse venir coupler. C'est un peu l'idée qu'on avait en prenant Loop, qu'on puisse venir plugger ce genre d'outils. Je parlais de Power BI tout à l'heure, c'est exactement ça. La question après, c'est de savoir est-ce qu'on externalise ou on fait nous-mêmes, mais ça, c'est un autre sujet, mais c'est peut-être le sujet d'après d'ailleurs. C'est la bonne question, Sacha. En tout cas, je réponds quand même. C'est impressionnant et c'est bien parce que c'est vraiment notre quotidien. C'est-à-dire que sur Excel, on a des limites dont j'évoquais tout à l'heure, et là, on est vraiment sur le contournement de ces limites, hein. C'est-à-dire que quand on ne sait pas d'où vient un chiffre, on est obligé d'aller dans le grand livre, dans la compta. C'est juste impossible. Et quand on arrive dans le grand livre ou dans la compta et qu'on s'est rendu compte qu'il y avait en plus une erreur, je parlais des fiabilités de données, là, je ne vous explique pas. Donc, vous passez. Voilà. On passe voilà. Alors que là, je trouve que c'est nettement plus sympa et c'est quand même l'avenir, quoi. Bon, entendu. Alors, l'avenir, évidemment, ça se prépare, ça se construit. Et donc, en effet, la question de passer à l'action nous est souvent posée dans ces webinaires. Et notamment la question, est-ce qu'il faut recruter un informaticien? Est-ce qu'il faut travailler avec un intégrateur? Alors, peut-être à partir de quelle taille ça devient rentable? Peut-être en 2 minutes, Sacha, donc vous avez un parcours, vous avez aussi un futur de ce parcours. Alors, quelle est votre réponse, vous, à cette question? Quelle réponse vous avez donnée, en tout cas, pour Axe Partners?
Alors, nous étant une structure de 25 personnes, avoir un informaticien à plein temps, c'est quand même compliqué. Donc, on a beaucoup tâtonné par nous-mêmes. On s'est mis en mode projet pour essayer de faire ce genre de choses. On n'est pas rentré dans Power BI tout à l'heure, ça restait qu'au stade de projet parce que les échos me disaient que c'était quand même, même si ça est sympa comme ça quand on voit Internation, c'est pas forcément simple à mettre en œuvre. C'est pas Mélanie qui va peut-être me contredire. Donc ça demande un peu de temps et d'investissement qu'on n'avait pas forcément parce qu'on sert nos clients en priorité. Nous, dans notre choix, on s'est rapproché dans notre cabinet, donc on est en train de faire, on est sur une opération de rapprochement avec un cabinet de la même taille, et on a décidé que il y a deux fonctions qui étaient majeures à recruter, quelqu'un dans les RH, on parlait de problématiques communes, et un informaticien, donc qui va nous aider à gérer toute cette partie-là qui nous prend de plus en plus de temps et qui est un vrai sujet aussi pour nous, experts comptables, parce que saisir à la main il y a 10 ou 15 ans et maintenant intégrer des data, c'est pas parce qu'on appuie sur un bouton que c'est arrivé tout seul. Donc c'est beaucoup de temps et d'investissement en interne ou auprès d'un intégrateur qu'il faut payer de toute façon et qui rentre dans nos coûts. Donc le coût, il est là, en interne ou en externe, mais et par le temps indirect que vous passez, il finit par être là. Donc nous, on a décidé de recruter un informaticien. Il vient tout juste d'arriver, donc je peux pas vous donner encore mais j'ai le sentiment qu'on a fait le bon choix, au moins pour nous aider et à coordonner toutes ces actions. Donc, une des premières actions qu'il a c'est justement de nous trouver un outil de reporting qui va bien. Bah, je pense que je vais faciliter peut-être un petit peu la tâche. Donc, voilà. Donc, pour accélérer, après, c'est de savoir est-ce que, mais bon, c'est un sujet que je verrai peut-être avec Mélanie dans une autre discussion, c'est de savoir est-ce que on est en capacité d'être accompagné au début, puis après de peut-être de réussir à prendre le sujet en main. Puis voilà, je pense que c'est un sujet d'une manière générale qu'il faut savoir adresser à un moment T, puis passer à autre chose. C'est comme ça qu'on fait. C'est comme quelqu'un qui veut récupérer sa compta, ce qu'il le fait, ou alors il passe en collaboratif. Nous, on propose de tout. On fait au début, on externalise, il veut la compta, il se rendra vite compte de comment ça se passe, l'envers du décor. On la garde avec lui, on est en collaboratif. S'il veut la réinternaliser, on réinternalise. C'est un peu la même chose pour l'informatique. C'est-à-dire que peut-être que dans un premier temps, il faut qu'on délègue à des structures comme celle de Mélanie, et au fur et à mesure, peut-être récupérer le reporting une fois qu'il sera banalisé, qu'on adressera correctement au client, puis on aura d'autres sujets dans l'avenir à traiter. Et il y en a, D'accord. il y en a un. Ouais, donc, ouais, vous pensez pouvoir l'employer longtemps, en fait. Oui, en fait, moi, si j'avais le choix du roi, je ferais les deux. J'aimerais bien avoir, c'est pas ni l'un ou l'autre. Le choix du roi, c'est de pouvoir avoir les deux. Bon, après, c'est une question de coût aussi pour nous qu'il faut pouvoir répercuter. D'accord. Mélanie, alors vous, qu'est-ce que vous en pensez? Recruter, travailler avec un intégrateur, les deux? Quels sont les avantages et les inconvénients? Alors, ce qui est certain, c'est que pour avoir une personne en interne, ça veut dire que Petit problème il de y a une son. critique, certainement à une question juste de tout va dépendre vraiment de la valorisation de ce produit, la valorisation de ses séquences côté client et finalement quel chiffre d'affaires va pouvoir en bénéficier ou quels avantages peut en bénéficier de cabinet. Malgré tout, certes, on est sur des mais on est de la donnée qui n'est pas la plus simple à traiter, par exemple sur Power BI. C'est pas natif dans Power BI, il y a des techniques et donc du coup il faut être un minimum sachant pour pouvoir mener juste à se couper. Je vais essayer de la rallumer. C'est parce que le son passait mal. Voilà. Au-delà de ça, outre le fait de savoir utiliser Power BI, de savoir traiter le cas précis d'un SIG ou d'un flux de trésorerie ou d'un bilan, il faut aussi connaître un petit peu pour se connecter aux API. Il faut avoir une couche un peu vraiment informatique pour pouvoir se connecter aux API et donc connecter ça à une source de données qui rend le truc vraiment très intéressant parce que ça s'actualise tout seul et qu'il n'y a plus d'interaction humaine. Donc, il y a l'effet taille critique. Au bout d'un moment, ce qui est certain, c'est que je suis absolument certaine que c'est une compétence sur les cabinets qui peuvent se le permettre, qu'il faut avoir en interne. Pour le reste, passer par l'externe, ça permet de passer le cap avec des investissements qui restent, somme toute, relativement cohérents à partir du moment où le cabinet sait valoriser cette prestation auprès de ses clients. Et par contre, pour moi, le
le prérequis, c'est que si c'est une prestation qui est externalisée, ça veut dire qu'au sein du cabinet, il y a un référent digital, un expert comptable ou une personne qui est dédiée, qui sera un interlocuteur vraiment hyper important et clé pour que ça se passe bien et que la transmission, le projet, entre guillemets, puisse aboutir correctement pour le cabinet. Il faut une certaine culture quand même digitale au sein du cabinet pour pouvoir accéder facilement et puis pouvoir l'utiliser et le valoriser. D'accord, je comprends. Donc, même si on n'a pas un informaticien, pour prendre ce mot en interne, en tout cas, C'est pas forcément le bon terme d'ailleurs. voilà, mais en tout cas, il faut proposer une interface à l'intégrateur, interface facilement actionnable. Très bien, Voilà. il est temps de conclure et Pierre, je voulais vous demander peut-être de conclure un petit peu sur, notamment sur votre rôle d'accompagnement de cette transformation. Oui, merci Thierry. Et effectivement, nous, donc sur ce passage à l'action, notre rôle en tant qu'éditeur, enfin, il y a deux rôles. Le premier, c'est le cœur de notre métier, c'est les outils, la technologie. Donc, c'est de mettre à disposition de nos clients la boîte à outils la plus large pour s'interconnecter. Donc, ça peut être effectivement de l'API dont on a parlé, mais il y a d'autres outils qui sont possibles, par exemple pour extraire les données en masse et les déposer ailleurs, pour injecter via des Azure Storage, par exemple, des données de l'extérieur dans la comptabilité. Donc ça, c'est notre métier, c'est la boîte à outils que l'on propose et que l'on fait évoluer au fil de l'eau. Et puis deuxièmement, bien sûr, c'est d'accompagner nos clients dans le choix de ces outils, ou en tout cas de travailler avec eux pour étudier quel est le vrai besoin, quel est le cas d'usage, et à partir de là, quelle est la capacité technique ou la combinaison de capacités techniques les plus adaptées. Voilà. Et donc, c'est, je dirais, notre métier là-dessus. On ne peut pas décider, bien sûr, pour le cabinet. En tout cas, nous, on met à disposition des outils, on accompagne. Et puis, dans certains cas, effectivement, on recommande de rentrer en contact avec des sociétés comme celle de Mélanie Lemoine, en fonction du besoin, puisque effectivement notre métier s'arrête à un certain, et notre expertise s'arrête à un certain point. Donc c'est ce que je peux vous dire, Thierry, sur cet accompagnement, et bien sûr nous avons des équipes tout à fait dédiées là-dessus. Très bien. Alors, je vous avais dit que le temps passerait vite. Il est effectivement passé vite. Le sujet est passionnant. Alors, je propose qu'on passe aux questions et réponses dans les 10 minutes qui nous restent. Donc, je vais demander peut-être à Karim, qui a suivi au fur et à mesure. Oui, Thierry, beaucoup de questions dans le chat, et il y en a une qui revient souvent, qui est adressée plutôt à Pierre. Oui. C'est le sujet des API et de l'ouverture de Cegidloop. Oui, donc quelle est la question? Eh ben, Est-ce que Loop est ouvert? C'est ça oui, la c'est question? ça. Oui. Ou fermé? Ok. Oui, effectivement, et merci Karim. En fait, je suis un peu, permettez-moi d'être surpris d'avoir cette question. Alors, peut-être que c'est l'occasion de répéter notre position et notre stratégie. C'est effectivement d'être par essence ouvert. Et c'est aussi pour ça que Cegidloop a été développé sur les technologies qui sont à la base de la solution. C'est d'être une solution par essence ouverte et interopérable, puisque nous reconnaissons la diversité du marché, la profusion des solutions, et le fait que l'expert comptable et la TPE n'utilisent pas, dans la grande majorité des cas, le même outil. Donc à partir de là, il faut effectivement pouvoir s'ouvrir. Et alors peut-être que certains de nos concurrents relayent différents messages, mais en tout cas, les API de Cegidloop sont publiques, elles sont disponibles. Nous invitons tout éditeur qui le souhaite à venir s'interconnecter avec Cegidloop. Alors effectivement, comme on le disait, et Sacha, vous le disiez tout à l'heure, on est interdépendant, c'est-à-dire qu'on met à disposition les API, un dispositif d'accompagnement des éditeurs, mais on est tributaire de leur planning, de leur développement, de leur volonté d'avancer ou pas, puisque effectivement, et c'est quelque chose que l'on reconnaît et qu'on accepte, bien sûr, c'est que la réalité aujourd'hui n'est pas binaire. On est souvent en situation de ce qu'on appelle de coopétition avec ces éditeurs.
En tout cas, pour nous, c'est une position assumée, qui est celle de l'ouverture de l'interopérabilité. Et peut-être pour finir sur cette question, Karim, j'illustrerai par quelques mises en production très récentes des API via les API de Loop, qui sont Azopio, Conto et très bientôt Secha. Et puis citer quelques éditeurs avec qui nous sommes en co-développement avancé pour le premier trimestre. J'en cite quelques-uns: Time, Dext, Lemonsoft, un logiciel de caisse verticalisé sur les salons de coiffure, instituts de beauté, Juriact, Evolise, SoBank pour la partie intégration bancaire, ou encore YB. Donc je tenais peut-être à illustrer mon propos. Ce n'est pas que de l'incantation et des mots, c'est même, je dirais, la base de comment Cegidloop a été conçu, comme une solution par essence ouverte et interopérable. D'accord, la longue liste, Pierre, que vous donnez, même si je pense que vous n'avez pas tout dit, me fait penser à ce que Sacha m'avait dit quand on préparait ce webinaire, m'avait dit: si j'ai 250 clients, j'aurai 250 applis théoriquement que je devrais connecter, et c'est juste pas possible. Alors, est-ce qu'il y a une autre question, peut-être, Karim? Il y en a beaucoup. Alors, il faut c'est pas lesquels choisir, mais alors il y en a une, c'est quel est le coût de Power BI? Alors, le coût de Power BI, en fait, c'est un coût par utilisateur et par mois. En fait, il y a différentes formes de licensing, hein, mais globalement, à partir du moment où le nombre d'utilisateurs est inférieur à 500, on est plutôt sur un licensing individuel qui est à 8,80 € par mois et par utilisateur. Et donc, il faut bien avoir en tête que si vous partagez un rapport à un client, il lui faut une licence. Ah, nous avons des petits soucis de connexion. Nous avons perdu Mélanie. Allô? Oui. Allô? Ah, ça va mieux là. Excusez-moi, je pensais que... Est-ce qu'on m'a entendu ou pas du tout? Non, on n'a pas entendu le prix. Ouais, on a entendu 8,80. Ah pardon, donc 8,80 € par mois et par utilisateur. Et donc du coup, je disais que si vous partagez un rapport à un client, il faut que votre client ait une licence. Après, à vous de choisir s'il est plus opportun que vous lui ayez une licence et lui affecter ou s'il apprend lui-même de son côté. Licence, du coup, égale un nombre de rapports et un nombre d'utilisations infini. Voilà. Attends, je précise quand même que Power BI peut aussi fonctionner sans licensing tout court si vous l'utilisez en version que l'on appelle desktop, c'est-à-dire bureau. Mais du coup, dans ce cas-là, il n'y a pas de rafraîchissement automatique, il n'y a pas de partage. D'accord. Bon, c'est comme un Excel sur son ordi, quoi. Ouais. Ok, on a la réponse au centime près. J'ai encore une question pour Mélanie. On ne peut alimenter Power BI qu'avec des FAQ? Non. Une autre question, la récupération. Avec tout, en fait, non, et j'irai même plus loin, on peut alimenter Power BI avec tout. Ouais. Bon, la récupération des données en J+1 pour notre participant, c'est beaucoup trop long. Nous sommes habitués chez nous à la donnée en instantané. Alors, avec Power BI, vous n'aurez pas d'instantané, sauf si dans ce qu'on appelle en direct query. Et ça veut dire que vous êtes sur une source de données qui permet de le faire. Donc, en l'occurrence, pas des API. Et vous êtes plutôt sur une base de données serveur qui permet de le faire. Et en plus de ça, ça veut dire que votre donnée, elle est parfaitement, qu'il n'y a aucun traitement à faire. C'est-à-dire que tous les calculs sont faits en base et qu'il n'y a pas de traitement à faire, que nous, on fait que de l'affichage. Voilà. Donc, si on est sur ce cas présent-là, donc une source de données qui permet de le faire avec toutes les données en base et que l'affichage, on pourrait faire du live. Sinon, c'est au minimum un rafraîchissement, donc au maximum 8 rafraîchissements par jour pour une classique, pour aller à 24 rafraîchissements des licences premium. Ok. J'ai une autre question. Avez-vous prévu de traiter différents types de dossiers? Et cette personne donne des exemples: Asso, BNC, Agricole. Alors, sur ce sujet-là, il faudrait avoir quelques précisions. Si le sujet, c'est le mapping du SIG, c'est-à-dire la différente forme d'affichage du SIG en fonction du type de structure, la réponse est oui. Ok. Alors Pierre, je cite une question, je la livre. Il n'existe pas une API Cegid qui permet de lire en live les données contenues dans Cegid Expert SaaS, par exemple?
Alors, une API Cegid, donc, qui permet de lire les… Alors, Les données contenues dans Cegid Expert en bah, live. si. Alors, Si. déjà, une API, et Mélanie, peut-être vous pourrez me contredire ou pas, mais en tout cas, c'est pas du live, parce que c'est le principe de l'API, c'est à la demande, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est programmé. Donc, Mélanie a parlé tout à l'heure d'une autre manière, effectivement, de récupérer de la donnée en live, plutôt via une base de données. Bon, maintenant, au même titre que Cegid Loop, dont on a parlé, mais Cegid Quadra et Cegid Expert, qui sont nos autres gammes plus historiques de production comptable, sont également tout aussi ouvertes que Cegid Loop. Donc, il n'y a pas une API, hein, mais il y en a des tonnes. Et là aussi, ces API sont publiques. Donc, je réponds à moitié, c'est-à-dire je dis non sur le côté live parce que c'est la nature même des API, mais par contre, c'est à la demande et ça peut être effectivement même préprogrammé de manière assez fréquente. Mais je réponds oui, bien sûr, sur l'ouverture des API de Cegid Expert, puisque c'était la question. Et là aussi, nous avons de nombreux éditeurs interconnectés et puis d'autres qui sont en train de s'interconnecter avec notre accompagnement. Merci, Il y a Pierre. beaucoup de questions sur, Oui. excuse-moi Thierry, il y a beaucoup de questions sur Power BI et sa complexité. En résumé, je résume les questions, c'est quel est le niveau de compétences techniques à avoir avant de se lancer? Et est-ce que c'est, et deuxièmement, peut-être plus pour Pierre, comment Cegid peut accompagner les cabinets? Alors, pour répondre à la première question de mon côté, j'imagine sur le niveau de compétences techniques. Ce qui est certain, c'est qu'un utilisateur qui commence sur Power BI, il ne pourra pas se connecter à l'API plus faire un SCG. Il faut un niveau au moins intermédiaire, voire un peu plus pour pouvoir réaliser techniquement ce qui a été. Je ne parle pas du visuel, je parle de la technique sous-jacente qu'il faut pour réaliser les calculs. Donc globalement, ça veut dire une formation déjà initiale, plus une formation Power BI avancée, même une formation, ça existe, une formation Power BI avancée spécialisée sur les métiers de la finance. Ok. Et une dernière question peut-être. Est-ce que l'API existe sur Quadra? Oui, puisque le rapport que vous avez vu est connecté à Quadra. Et Et enfin, Karim, ouais. oui, Karim, excuse-moi, je t'interromps. Je réponds également parce qu'il y avait la question de comment Cegid peut Ah accompagner oui, sur. bien sûr. Non, pas de souci. Et bah, en fait, je reviens vers Mélanie parce que notre métier, c'est l'édition de logiciels. Et Power BI, enfin toute la Power Platform est fournie par un autre éditeur qui est Microsoft. Et donc, notre métier, c'est d'accompagner sur nos logiciels. Donc, nous n'avons pas et nous ne souhaitons pas développer cette expertise d'intégration de la suite Power Platform au sens large. Et c'est pour cela que nous travaillons avec, par exemple, Mélanie Lemoine de Bicom Consulting, qui est experte dans ce type de service. Et c'est, voilà. Très bien. Bon, merci à tous pour vos questions. Pardon à ceux auxquels on ne va pas avoir le temps de répondre. Je vous remercie d'abord tous les trois infiniment pour votre présence. C'était rudement passionnant. J'invite tout le monde à aller chercher ce livre blanc, Construire et mettre en œuvre son patrimoine data, qui est un gros livre blanc dans lequel Cegid donne vraiment son opinion sur beaucoup de sujets qui touchent à la data. Vous avez également sur le blog de Cegid un certain nombre d'articles qui vous sont proposés. Vous recevrez normalement dans l'après-midi ou peut-être lundi matin à la fois la présentation du jour et un lien pour revoir ce webinaire. Je vous donne rendez-vous c'est jeudi 30 mars. On commence une nouvelle série de webinaires consacrés cette fois à la conduite du changement dans les cabinets. On voit bien qu'on y est là. Et à son accompagnement. On va faire venir un intervenant expert, expert de l'accompagnement du changement dans les organisations. Et puis, on va en parler avec également un ou plusieurs experts comptables. Donc, je compte bien sur vous le 30 mars. Merci Mélanie, merci Sacha, merci Pierre, Merci à merci tous. Karim, et merci à vous tous, et puis à très bientôt. Merci. Au revoir.